Bonjour à tous. Après l'affaire Leonarda, la situation des demandeurs d'asile, mais aussi le débat sur les Roms dans le Grand Lyon, Sylvie Guillaume, députée européenne socialiste, adjointe au maire de Lyon, est l'invitée de Droit de Cité cette semaine. Bonjour. Bonjour. Pour vous interroger à mes côtés, Frédéric Poignard, journaliste de la rédaction de l'Opinion en région. Bonjour Frédéric. Bonjour Jean-Christophe. C'est vous qui posez la première question à Sylvie Guillaume. Oui, Sylvie Guillaume, cette semaine, on a vu des écoutes téléphoniques, la NSA qui écoute tous les Européens et même la chancelière allemande. Vous trouvez ça normal qu'un pays ami écoute les dirigeants européens ? Bon, l'espionnage, ce n'est pas franchement une nouveauté. Les écoutes, c'est autre chose. Mais les écoutes entre alliés, là, ça devient effectivement gênant. Ce qui est d'autant plus gênant, c'est qu'on est en train de discuter d'accords internationaux avec les États-Unis, et notamment un traité commercial extrêmement important qui va voir le jour, qui concerne les deux peuples et qui donc comporte des dimensions économiques flagrantes. Juste pour vous donner un petit exemple, si on reprend cette question des données personnelles des Européens... On va y venir sur les données personnelles. Savez-vous le montant que représente l'exploitation des données des Européens d'ici 2 décennies? Pas du tout. 1000 milliards d'euros. C'est un marché colossal. C'est colossal. Donc on comprend qu'il y a des enjeux colossaux aussi derrière tout cela. Ceci dit, Sylvie Guillaume, vous dites nos amis en parlant des Américains, mais nos alliés, oui. Ou nos alliés, mais ceci dit, c'est connu comme le loup blanc que les Américains écoutent un peu toute la planète. Ça vous surprend vraiment ou vous dites finalement... C'est ce que je vous disais. Moi, je n'ai pas de surprise particulière. L'espionnage, ça a toujours existé sous une forme ou sous une autre au cours des siècles et des fois de façon effectivement très artisanale. On est passé à des techniques beaucoup plus moderne. Donc ça ne me surprend pas. Et je serais surprise qu'on soit surpris. En même temps, je crois qu'il y a des règles à marquer, il y a des bornes à marquer. Et quand on est effectivement des nations ou des groupes continentaux alliés, on doit respecter un certain nombre de règles. Et j'entends que les États-Unis s'y conforment également. Est-ce qu'il n'y a pas une faiblesse de l'Europe? Parce que les États-Unis nous écoutent, c'est de l'espionnage ou de l'intelligence économique, mais nous, les Européens, on n'a pas de service de renseignement qui soit capable de faire la même chose? Justement, on ne veut pas faire la même chose. Oh, non, pas de la même manière. Ça pourrait rendre service, moi, je ne suis pas une spécialiste du renseignement. Et j'estime qu'il n'y a pas... Je ne suis pas outrée de savoir qu'il y a du renseignement. Ça permet certainement, à plusieurs moments, de pister des gens qui ont une attitude totalement en dehors de la légalité. Donc, de ce point de vue, moi, de démanteler des réseaux, et même en matière économique, ça ne me choque pas, a priori. Ceci dit, les choses qui sont faites de cette manière-là, par des intermédiaires, en prenant appui sur des réseaux sociaux, rappelez-vous quand même l'historique de l'affaire, c'est qu'on se rend compte qu'à un moment donné, sur les transferts bancaires des personnes, via Swift, cette boîte néerlandaise qui transfère des données bancaires, sur Google, sur d'autres réseaux sociaux, à un moment donné, les services américains se servent de cela. Donc c'est là où il n'y a pas de règles. Moi, je ne suis pas choquée en soi. Après, il faut mettre des bornes à un certain nombre de pratiques. Qu'est-ce qui est plus dangereux? Est-ce que c'est qu'un État écoute ou serve des données ou que ce soit des entreprises privées qui aussi collectent ces données? Je dirais... Le plus choquant dans l'affaire, c'est que ces données sont ensuite transférées et utilisées. Et c'est vrai qu'à la limite, on va aussi pouvoir mettre des règles entre les États-Unis et nous, ou entre d'autres groupes continentaux et nous, mais après, rien ne garantit la manière dont sont exploitées, ou vendues, plus exploitées ces données après sur les pays tiers. Donc notre travail aussi, dès lundi, quand nous avons voté à Strasbourg sur cette directive et sur ce règlement sur la protection des données personnelles, c'était aussi de marquer les bornes sur le transfert de ces données aux pays tiers. Est-ce qu'on peut vraiment marquer des bornes? Oui, on peut. Parce que le web, finalement, c'est aussi la liberté. Et il faut garantir cette liberté aussi. Quand je dis qu'il faut marquer des règles, ça ne veut pas dire qu'il y a un interdit complet. Quand je dis les bornes ou les règles, ce n'est pas un interdit, évidemment. Internet, c'est le symbole de la liberté, donc on ne va pas se mettre à mettre des barrières comme des barrières. C'est une organisation mondiale, difficile. Par contre, mettre des règles, savoir comment on les utilise ou pas, savoir. Je pense que les citoyens européens sont parfaitement légitimes à savoir si, et à dire non s'ils ne souhaitent pas que leurs données soient transférées à un pays tiers. Et c'est cela qui est en jeu en ce moment. Alors toutes ces questions se sont invitées, Sylvie Guillaume, au menu du sommet européen qui s'est ouvert ce jeudi avec les chefs d'État et de gouvernement. L'autre sujet au menu qui s'est invité il y a déjà quelques semaines maintenant, c'est la question de la politique
politique migratoire européenne après les récents drames de l'immigration au large de Lampedusa ou de Malte. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire face avec une véritable politique migratoire européenne à l'afflux d'immigrés clandestins? Ah oui, préciser. Évidemment. Parce que l'une des données de la problématique qui se pose à l'Europe maintenant, c'est effectivement savoir si finalement elle privilégie la lutte contre l'immigration clandestine ou si elle fait en sorte de mieux réguler la migration régulière. De mon point de vue, elle devrait faire les deux. Et pour l'instant, il est juste que l'Europe, mais encore faudrait-il être plus précis que de dire l'Europe en général, les États membres, pour être très précise, et souvent de façon très individuelle, privilégient la lutte contre l'immigration clandestine sans nécessairement voir l'autre face, quelquefois qui est nécessaire pour des motifs démographiques, de la présence et l'arrivée en Europe d'un certain nombre d'étrangers. Les deux sont liés ? Ah, les deux sont liés, oui. Je pense qu'il faut... Vous savez, en plus, les choses sont assez simples. Plus les filières régulières sont étroites, plus elles deviennent dangereuses et donc plus elles sont exploitées par des passeurs et des gens qui font du trafic d'êtres humains. Alors qu'est-ce qu'on fait? On ouvre les frontières? Je termine juste ma démonstration. Et plus ces voies légales sont étroites, plus donc ce phénomène de passeurs se développe et donc plus l'immigration irrégulière existe. Donc moi je n'ai jamais dit, je ne fais pas partie de ces gens qui disent qu'il faut d'un seul coup ouvrir les frontières à tout vent. Je dis simplement qu'il y a manière de réguler les choses. Et force est de constater que cette façon de finalement faire de l'Europe une forteresse montre que ça ne marche pas. Il y a toujours des gens qui veulent venir en Europe. Les pays du Sud disent nous, on est en première ligne. Oui. Est-ce qu'il faut aussi une répartition en matière d'accueil des immigrés? Alors, il est juste que certains pays, parce qu'ils sont géographiquement aux frontières de l'Europe, ont une pression supplémentaire. C'est évidemment le cas de la Grèce. Avant, avec cette frontière terrestre, un peu moins maintenant puisqu'un mur a été érigé, de nouveau avec les frontières maritimes, et puis c'est le cas aussi de l'Italie par certains moments. Les gens ne traversent pas quand la Méditerranée est vraiment pas praticable du tout. Malte et l'Espagne un peu moins. Ça a été le cas il y a de plusieurs années où il y avait beaucoup de passages via les Canaries, et là l'Europe qui fermait ses frontières, a joué son rôle au travers de Frontex en ayant des patrouilles vers les Canaries qui ont coupé cette route d'une certaine manière. C'est pour ça que cette route de Lampedusa, la route de Malte, s'est de nouveau développée à ce moment-là, parce que les autres routes ont été coupées. Donc, pour synthétiser, je dirais que la migration, les migrations en général, c'est là aussi un phénomène séculaire qui probablement se poursuivra. Je ne fais pas partie des gens qui disent qu'il faut ouvrir à tout vent, mais je pense qu'il faut effectivement qu'il y ait des canaux de régulation de cette migration. Dans certains secteurs de l'activité européenne, il y a besoin que des personnes étrangères viennent. Est-ce que l'appel à l'ouverture, ce n'est pas un risque de voir tous les migrants rejoindre l'Europe? Monsieur Poignard, quand on entreprend une migration depuis tel ou tel pays d'Afrique, puis l'Afghanistan. Il y a des motifs multiples et variés. J'imagine qu'on viendra sur la question de l'asile dans un instant. Je mets donc cette question de l'asile à part. Quand on quitte un pays, c'est qu'on n'y a plus la possibilité de vivre correctement. Donc, encore faut-il pouvoir se projeter en Europe, encore faut-il pouvoir organiser ce trajet. Je vous le disais tout à l'heure, les passeurs demandent beaucoup d'argent pour faire ces routes-là. C'est excessivement dangereux. Il y a plein de phénomènes de violence qui se mettent aussi sur ce trajet. Donc, je ne pense pas qu'on envisage avec plaisir, envie, bonheur, un exil de son pays, a priori. On est en exil parce qu'on ne peut plus vivre décemment à tel ou tel endroit. Et voyez-vous, quand la dernière ouverture s'est faite en 2007, les derniers gros élargissements, on va dire, aux pays, certains pays des Balkans et des pays de l'Est de l'Europe s'est faite,
Notamment en Allemagne, on a entendu dire que ça va être un déferlement, tout le monde va arriver en Europe de l'Ouest. Force est de constater que ces déferlements, et je mets des guillemets à déferlement, ce n'est pas un mot que j'utilise volontiers, ne s'est pas produit. Sylvie Guillaume, vous avez évoqué Frontex. Est-ce que le drame de Lampedusa, particulièrement, ce n'est pas aussi un peu l'échec de Frontex, qui n'est pas une véritable police des frontières, hein, elle n'a pas été créée. C'est une agence de police. Voilà, elle n'a pas été créée pour ça, mais est-ce que justement, ce n'est pas un peu l'échec de Frontex, et est-ce qu'il ne faudrait pas une véritable police des frontières européenne? L'agence Frontex, elle sert justement à patrouiller pour éviter qu'il y ait des franchissements irréguliers. En même temps, vous voyez comment est faite l'Europe, et la Méditerranée a beau être une petite mer, finalement, toute proportion gardée, elle reste fréquentée, mais elle est fréquentée aussi par tout un tas de bateaux qui n'ont rien à voir avec la migration. Donc Frontex fait un travail. Frontex doit faire, à mon avis, deux choses. Elle doit effectivement participer à sa mission première, qui est la surveillance des frontières, et elle doit aussi venir en aide quand il y a le risque d'un naufrage. Donc on demande beaucoup à cette agence, quelquefois des choses un peu paradoxales et contradictoires. Frontex, qui est une agence récente, dont la mise en place de mémoire doit être fin 2005 ou début 2006, a eu un budget au début de 6 millions d'euros, si ma mémoire est bonne. L'année dernière, elle était à 115 millions d'euros, et parce qu'il y a une crise économique mondiale et une baisse des budgets, elle sera à 85 millions ou 86 millions d'euros pour l'année qui vient. Donc c'est quand même aussi une montée en charge exponentielle. On peut imaginer que Frontex travaille avec d'autres moyens, avec des prêts de bateaux et des prêts de matériel. Mais il ne faut pas demander plus à une agence qu'elle ne peut le fournir. L'agence Frontex n'est pas en maîtrise de la politique de migration de l'Europe. Il faut une police aux frontières européennes? Non, il faut... Non, enfin... Vous n'en voulez pas, Ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'on ne peut pas se substituer... Enfin, on ne peut pas faire en sorte que Frontex se substitue aux politiques européennes. Frontex, elle a une mission qui a été réformée il y a peu de temps, il y a moins de 2 ans. Donc Frontex sait ce qu'elle a à faire. Mais ça n'est pas Frontex qui va empêcher l'immigration, ça n'est pas Frontex qui va faire en sorte qu'il y ait du développement dans les pays d'origine, ça n'est pas Frontex qui va faire en sorte que quand les gens arrivent en Europe de façon régulière, ils arrivent à s'intégrer. Ça n'est pas son travail. Ça, c'est le travail des institutions européennes. Ça n'était pas ma question. Ma question est, est-ce qu'à côté de Frontex, dont on a compris la mission que vous nous avez expliquée, Sylvie Guillaume, il faut une police véritablement de la frontière européenne, une police au sens strict? Mais à l'extérieur de l'Union, les pays à l'extérieur de l'Union, notamment à l'extérieur d'espace Schengen, font cette police des frontières à l'extérieur. Ce sont des États membres qui la font? Oui, ce sont les États membres sur leurs frontières avec les frontières extérieures de l'Union. Sylvie Guillaume, députée européenne socialiste, adjointe au maire de Lyon, est l'invitée de Droit de Cité cette semaine. Alors Sylvie Guillaume, loin de moi l'envie de faire des amalgames, mais l'actualité fait qu'il y a eu ce drame qu'on évoquait de Lampedusa. Il y a aujourd'hui dans l'agglomération la question des Roms qui revient beaucoup, sans doute à la faveur de la campagne électorale. On a eu cette semaine une actualité autour des demandeurs d'asile qui est un autre sujet distinct, on le précise bien. Mais ceci dit, tous ces sujets ont un point commun, c'est l'immigration. Est-ce que vous craignez, on a vu pas plus tard que cette semaine, 2 ministres populistes, puisque vous êtes députée européenne, entrer au gouvernement norvégien. Est-ce que vous craignez la montée des populismes et de l'extrême droite avec cette accumulation de sujets liés à l'immigration dans l'actualité ? Oui, c'est exact que cette montée des populismes, des nationalismes, quelquefois des fascismes, puisque vous oubliez de signaler qu'il y a eu jusqu'il y a peu de temps, aux portes du pouvoir en Grèce, un parti nazi. Il a été démantelé, on espère que ça ira jusqu'à son terme, mais on voit partout en Europe, effectivement, la montée de partis de cette nature. À mon sens, pour une raison qu'on ne peut pas qualifier de simple, malheureusement, mais une raison tout à fait existante, qui est la question de la crise économique, qui pèse beaucoup sur les gens. Il n'y a pas en Norvège, par exemple. Non, mais c'est vrai qu'il y a eu cette interrogation sur l'État bienfaiteur, sur ce welfare state norvégien. La Norvège a eu, c'est vrai, une politique très ouverte et très maîtrisée aussi de l'arrivée d'étrangers. Et d'un seul coup, il y a eu cette espèce de menace qui, à mon avis, est quand même exploitée politiquement et électoralement d'un certain nombre de groupes qui, d'un seul coup, se sont découverts des volontés très islamophobes également. Donc c'est vrai que c'est un monde
qui bouge, c'est un monde d'interrogation. La crise économique, les difficultés, la précarisation fait qu'on a peut-être quelque part des gens qui exploitent ce risque de relégation. Quelle solution on a pour les quelques 2000 Roms qui sont dans l'agglomération lyonnaise? Est-ce qu'il faut tous les renvoyer chez eux? Manuel Valls et Gérard Collomb, d'ailleurs, tous les deux étaient d'accord pour dire globalement la même chose, que tous les Roms n'ont pas vocation à s'intégrer sur le territoire national. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux? Alors, ça fait beaucoup de questions, mais ça on va fait les reprendre dans beaucoup de l'ordre. questions en une. D'autant qu'en règle générale, dans ces cas-là, on dit ouais, l'Europe devrait s'occuper de ça. L'Europe s'en occupe. Moi, j'ai coutume de dire, je vais essayer de le synthétiser ici, c'est qu'il y a, à mon avis, sur trois champs, il faut s'intéresser à la question des populations roms. Il faut s'intéresser au champ européen et effectivement faire en sorte que, au plan des institutions européennes, au plan de la Commission européenne, les choses soient plus contraignantes. C'est-à-dire que quand on a de l'argent, quand on a des programmes, il faut que la Commission ait une fonction plus contraignante de consommation des fonds. Elle n'a pas aujourd'hui les moyens de vérification de cet Elle emploi. le fait, mais le monitoring précis de la manière dont les différents États consomment les fonds et des fonds pour l'inclusion des populations sur place, ça, elle ne le fait pas suffisamment. J'en ai parlé avec la commissaire il y a peu de temps. Elle doit le faire et elle doit s'intéresser aux stratégies nationales d'inclusion des populations roms. Donc, petit 1, quelque chose de plus contraignant au plan européen. Au plan des États d'origine des populations roms, force est quand même de constater que ces dernières années, là, il n'y a pas eu de volonté de consommer les fonds européens pour monter des programmes d'insertion des populations vulnérables et pauvres, dont les Roms font partie. Donc la Roumanie, la Bulgarie doivent se saisir, d'être en capacité de pouvoir monter des programmes sur place, de capacité administrative pour monter des programmes, consommer les fonds européens et ainsi consolider sur place la situation des populations vulnérables et pauvres et donc des Roms. Des populations qui sont rejetées chez elles. Qui sont effectivement rejetées. Et ça n'a pas empêché d'intégrer la Roumanie et la Bulgarie dans l'Union européenne. On leur demande de bien faire attention à respecter les critères budgétaires. Par contre, les droits de l'homme, c'est pas grave? Les critères d'intégration à l'époque de l'intégration de la Roumanie et de la Bulgarie étaient remplis par ces deux États. Et je suis avec vous tout à fait contrite qu'après l'entrée des pays dans l'espace Schengen, ce n'est pas le cas de la Roumanie et de la Bulgarie, mais quand c'est des entrées dans l'Union européenne, on leur demande avant de respecter un certain nombre de critères et ensuite on ne leur demande plus. Je vous renvoie aussi à la question de la Hongrie. La Hongrie est rentrée dans l'Union européenne, elle aussi. Et depuis, elle transgresse l'état de droit régulièrement. Mais on a peu de moyens de faire respecter l'état des dérives sur l'état de droit une fois que les gens sont entrés. Troisième élément, pardonnez-moi, de ma démonstration, parce que c'est la partie des États où les lieux où se trouvent les populations roms qui se déplacent. Je pense que sur la responsabilité qui est la nôtre, qui est finalement marginale en termes de volume, 12 millions de Roms en Europe, 2000, 3500 dans l'agglomération, 15 000 en France. Je pense qu'au niveau des États d'arrivée de ces populations, il y a quelques efforts, effectivement, d'intégration à formuler. Et nous avons, partout en France, des exemples tout à fait réussis d'intégration. Donc une réponse à la question de Frédéric Poignard sur le fait que Manuel Valls, comme d'ailleurs Gérard Collomb, disent que la majorité des Roms n'ont pas vocation à s'intégrer dans le territoire. Vous dites que c'est faux finalement, puisque vous nous dites que ça peut se faire. Il y a des exemples réussis, c'est vos mots. Il y a des exemples réussis, mais qui concernent une partie très peu importante de personnes. Donc il est clair qu'il ne peut pas y avoir 12 millions de personnes qui viennent, qui se déplacent dans les États de l'ouest de l'Europe. Et puis je ne pense pas d'ailleurs qu'ils le souhaitent non plus. Je dis simplement, et l'État français soutient aussi les dispositifs réussis, qu'il y a, oui, sur le territoire, des exemples maîtrisés d'intégration, choisis. Quelquefois, c'est douloureux, c'est difficile à mettre en place, c'est long, mais il existe des exemples réussis. Ça ne veut pas dire, en miroir, qu'on peut, là aussi, dire que tout le monde peut s'intégrer sur le territoire français. Il y a effectivement des règles qui doivent être respectées, des règles sur la scolarisation des enfants, des règles sur le comportement de la stricte légalité, sur l'apprentissage de la langue. Donc il y a un contrat à passer. Vous, socialiste, et qui connaissez bien ces questions que vous suivez au Parlement européen, les propos de Manuel Valls ou de Gérard Collomb, ils ne vous choquent pas? Mais ce n'est pas une question de propos.
Ça a choqué beaucoup de gens dans votre camp. Oui, mais je sais, mais il faut regarder comment les choses sont dites. Alors après, vous savez, il y a beaucoup d'exploitation. Et moi, j'essaye perpétuellement en ce moment de faire redescendre un peu les débats, les refroidir un peu, parce qu'on a un peu une échelle de perroquet, tout le monde se répond comme ça. Il faut s'en tenir à des choses très, très concrètes. Moi, quand je dis qu'il y a une partie de population qui peut être intégrée, par miroir, vous pourriez dire qu'il y a une majorité qui ne le sera pas. Moi, je ne suis pas là pour faire l'exégèse des paroles des uns et des autres. Ça cafouille en quelque sorte. On a vu l'affaire Leonarda la semaine dernière, donc on a l'impression que tout le monde n'est pas sur la même ligne au sein même de la famille socialiste. Oui, mais il y a un dialogue qui se fait, il y a des propositions et des convictions à faire passer. Pour l'instant, peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas exactement sur la même ligne, mais ça arrive dans toutes les familles. Moi, j'essaye de dire ma vérité, j'essaye de la construire dans quelque chose, je pense, d'assez équilibré. Alors justement, puisque j'évoquais l'affaire Leonarda, qui a beaucoup fait parler aussi ces derniers jours dans l'actualité, selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que Leonarda rentre en France, qu'elle reste au Kosovo, qu'elle rentre avec sa famille, sans sa famille. Là, c'est pareil, au Parti socialiste, il y a plusieurs sons de cloche. Et visiblement, François Hollande n'arrive pas à faire l'unanimité. Je vais peut-être vous choquer, mais finalement, maintenant, la question du retour ou pas, du retour isolé, pas isolé, ne m'intéresse pas vraiment. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui a fait en sorte que cette histoire dégénère. Et ce qui a dégénéré, petit 1, il faut le signaler, c'est le fait que cette demoiselle soit attrapée dans le champ périscolaire. Ça, je pense que tout le monde peut partager ça. Mais ce qui, je trouve, dysfonctionnant dans cette affaire, et ce qu'il faut qu'on résolve, c'est la durée d'examen des demandes d'asile. La réforme qu'a proposée Manuel Valls, c'est une bonne solution de diminuer de moitié à peu près le temps. En outre, en plus, une traduction de directives européennes, je suis bien placée pour le savoir, c'est moi qui m'en suis chargée, qui vise effectivement à demander aux États membres d'avoir des phases d'instruction moins longues. Là, c'est 3 ans en totalité, un peu plus de 3 ans, c'est extrêmement long. Donc, à un moment donné, se crée chez les gens cette idée que finalement, au bout de 3 ans, peut-être que... Et c'est contre ça qu'il faut lutter, contre cette durée d'examen parce que qui est finalement, beaucoup trop longue. ils s'installent sans savoir s'ils pourront rester. Exactement. Donc il y a une vraie incertitude pour l'État, qui est supposé les accueillir ou pas, et une incertitude pour les familles. Donc il faut réduire ce temps et sécuriser les décisions qui sont prises par les institutions françaises et européennes dans les autres pays. Et la question du droit du sol que remet en cause l'UMP Jean-François Copé? Je pense qu'il fait une confusion totale, c'est-à-dire que c'est assez curieux d'ailleurs qu'un responsable politique de ce style parle de questions de migration pour finalement faire des propositions sur l'intégration. Vous ne trouvez pas ça un peu curieux? Donc franchement, je pense que c'est vraiment de l'agitation et là pour le coup du populisme et de l'utilisation. Alors Sylvie Guillaume, parmi les demandeurs d'asile qui attendent longtemps, il y en a près de 300 qui se trouvent sous l'autopont de Perrache, qui vont être prochainement déplacés sur un terrain à Oullins. On en a beaucoup parlé dans l'agglomération. Vous êtes adjointe au maire en charge des affaires sociales. Est-ce que c'est la bonne solution de transférer finalement d'un endroit où ils sont dans une situation insalubre, instable et en plus en danger, à un terrain vague qui va être certes aménagé, mais où ils seront à nouveau 300 ensemble à côté, là où va ouvrir dans quelques semaines le métro d'Oullins? Est-ce que c'était la bonne solution? Est-ce que c'est ça qu'il fallait faire? Procédons par ordre. Sortir 300 personnes de sous un pont dans la promiscuité et dans des conditions sanitaires plus que déplorables, ce n'est pas une mauvaise idée. On a trop attendu? Il y avait des décisions de justice en cours, des problèmes d'attribution, si j'ai bien compris, de la propriété du terrain. Bref, ce n'est pas à moi de juger de cela. Ce qui me frappe un peu dans cette opération, c'est le fait que c'est un groupe de personnes très nombreux. Et le fait est que tous les contacts que je peux avoir comme adjointe au maire, comme vous l'avez signalé aux affaires sociales, donc un contact des structures qui gèrent des populations en précarité ou vulnérables, tout le monde me dit que c'est un groupe humain trop important. Donc il faut sans doute réfléchir à des formes où il y a moins de monde en même temps pour que justement il y ait un accompagnement correct qui soit effectué. Vous comprenez François-Noël Buffet, le sénateur maire d'Oullins, qui lance une pétition pour que ça ne se passe pas comme ça? C'est pas ce qu'il dit. Il dit qu'il ne veut pas l'installation du tout. Si j'ai bien compris, là aussi, sa pétition, il ne dit pas qu'il faut moins de personnes. Oui, mais ça, vous ne trouverez personne qui vous dira être parfaitement d'accord et les bras surtout ouverts à quelques mois sur des un municipales. terrain à quelques mois des municipales. Je veux ajouter toutefois à ça que ce sont des personnes qui sont en demande d'asile,
que sous d'autres formes, les centres d'accueil pour demandeurs d'asile, les fameux CADA, existent dans toute l'agglomération et qu'en règle générale, les choses se passent très très bien. Mais sur des plus petits volumes de personnes. Le vrai problème, là aussi, c'est le nombre de personnes beaucoup trop nombreux arrivées en France et dont on n'arrive pas à traiter les dossiers suffisamment vite. Alors, on arrive au terme de cette émission, Sylvie Guillaume. On a juste quelques questions politiques avec des réponses extrêmement rapides à vous poser. Tout d'abord, vous êtes adjointe au maire. Il y a des élections en mars prochain. On ne sait pas encore si vous serez sur les listes de Gérard Collomb ou bien si vous respecterez ce que souhaite le Parti socialiste, c'est-à-dire le non-cumul. Ah, je respecterai de toute façon la règle du non-cumul, ça c'est une évidence. Et je vous dis franchement que cumuler deux fonctions de ce type-là, d'exécutif et de parlementaire européen, n'est pas compatible, effectivement. Vous serez sur les listes de Gérard Collomb en mars, il vous l'a proposé? Je ne le sais pas encore. J'en serais honorée si c'est le cas et pas du tout fâchée si ça n'est pas le cas. Et est-ce que vous serez sur les listes du Parlement européen alors? J'y compte bien, effectivement, et je crois que j'y serai. Vous soutenez Martin Schulz, le socialiste, à la tête du Parlement européen. Ça voudrait dire que vous pourriez être la présidente du groupe socialiste européen? Oh mon Dieu, non. Mais je soutiens effectivement... Vous êtes vice-présidente, on va le dire. Je suis vice-présidente du groupe. La question ne s'était vraiment pas posée. Mais je soutiens Martin Schulz pour qu'il soit président de la Commission et qu'il mène cette campagne transnationale européenne dont nous avons besoin. Ça laissera une place. Merci beaucoup Sylvie Guillaume d'avoir répondu à ces questions. Merci à Frédéric Poignard de vous avoir interrogé. Très bonne semaine à tous.